Tac, c'est tout bon. Donc, est-ce que tout le monde voit le PowerPoint? Qu'est-ce que Oui, c'est? oui, oui. Oui. Explique-moi ce que c'est, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est, moi. Le fond, juste le fond, le diaporama, normalement, il y a une image là avec Hirondelle et Martinet, les connaître et les protéger. Pas de problème, j'ai ça. Ok, Oui, super. moi aussi, pas de souci. Également. Bah, parfait. Alors, si tout le monde voit, on va pouvoir commencer. Donc, merci à tous déjà de participer à cette formation en ligne. On a choisi ce format-là pour pouvoir réunir le plus de monde possible, puisque c'est une formation régionale. Donc, c'est vrai que c'était compliqué de faire ça en présentiel parce que ça demande automatiquement des déplacements et on sait que bah, les départements ne sont pas tous proches les uns des autres. Donc, on s'est dit qu'en ligne, ça serait le format peut-être le plus accessible au plus grand nombre en tout cas. Donc, merci de participer. Et donc, le but de cette formation sur les hirondelles et les martinets, c'est déjà de faire un petit récapitulatif des espèces présentes en France, de présenter également celles qui font l'objet de cette formation aujourd'hui, donc les hirondelles de fenêtre, les hirondelles rustiques et les martinets noirs, puisque c'est celles qui vont être concernées directement par les actions qu'on met en place. Donc, c'est vous donner un petit peu les clés d'identification. Il y en a certainement déjà qui les connaissent et qui savent les identifier, mais d'autres qui n'ont pas forcément les connaissances. Donc, le but, c'est un petit peu de remettre tout le monde au même niveau. Et donc, ensuite, ça va être de voir un petit peu ce que dit la loi, en fait, au niveau de ces espèces, puisque ce sont des espèces protégées. Les actions qu'on peut mettre en place individuellement pour les protéger, mais également collectivement avec des actions avec un petit peu plus d'envergure. Donc voilà à peu près le topo de la formation d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à m'interrompre. Je préfère qu'on pose les questions au fur et à mesure plutôt que tout à la fin, les avoir toutes d'un coup et qu'on en oublie. N'hésitez pas à m'interrompre, on y répondra au fur et à mesure. Donc, pour présenter un petit peu les espèces, aujourd'hui, on a 5 espèces d'hirondelles en France. Donc, les hirondelles font partie de la famille des Hirundinidae. On a donc les fameuses hirondelles rustiques et hirondelles de fenêtre, les deux espèces qui sont les plus communes et que les gens connaissent le plus en général. Mais on a également l'hirondelle de rivage qui a un mode de vie un petit peu plus, on va dire un petit peu plus rural, puisqu'elle colonise en fait les buttes de terre, les grandes mottes de terre, puisqu'elles vont faire en fait des terriers. C'est pas du tout des hirondelles qui vont construire des nids comme les hirondelles rustiques ou de fenêtres. En fait, elles vont construire des terriers, des trous en fait dans des tas de terre ou des tas de sable, dans des carrières ou en bord de cours d'eau. Et donc, on ne les retrouve pas du tout, celles-ci, en ville, tout comme les hirondelles de rocher et les hirondelles rustiques, qui ont une répartition qui est un petit peu plus spécifique, puisqu'on les retrouve principalement dans le sud-est pour l'hirondelle des rochers et uniquement localisées au niveau du bassin méditerranéen pour l'hirondelle rousseline. Donc, c'est des espèces qui sont un petit peu moins communes. Et donc, nous, ici, les deux qui vont nous intéresser, ça va être l'hirondelle rustique et l'hirondelle de fenêtre. On a également d'autres oiseaux qui leur ressemblent souvent et avec qui on peut les confondre. Ce sont les martinets. Si ça veut bien changer, hop. Les martinets, donc eux, c'est la famille des apodidés. Et on va retrouver le plus commun, le martinet noir, qui est présent, qui se reproduit en fait dans toute la France. Et on a également deux autres espèces un petit peu moins communes, le martinet à ventre blanc, qui lui a une répartition plus localisée dans le sud-est et également en Corse. Et également le martinet pâle qui se retrouve sur le littoral méditerranéen et en Corse. Donc ici, l'espèce qui va nous intéresser, c'est le martinet noir, puisque c'est celui qu'on retrouve principalement dans nos régions et qui fait l'objet de protections particulières, on le verra plus tard, à cause de certaines menaces. Donc pour rentrer un petit peu plus dans les détails de l'hirondelle rustique, donc c'est une espèce d'hirondelle qui se reconnaît très facilement grâce notamment à ses longs filets en fait. Les longs filets, ce sont les deux plumes ici tout au bout de la queue
qui dépassent en fait, et quand elles sont en vol, on voit quasiment que ça. Donc par rapport aux autres espèces, c'est celle qui a les filets les plus longs, et donc elle se reconnaît à ça, également à son ventre qui est blanc, un espèce de blanc immaculé, et sa gorge rousse. Ces trois critères, avec ces trois critères-là, vous ne pouvez pas vous tromper, vous êtes forcément en présence d'une hirondelle rustique. Et donc, elle aura un dos qui est plutôt noir avec des reflets un peu bleutés. Quand vraiment il y a un gros soleil, le dos paraît un petit peu bleuté. Donc, c'est une espèce qui est migratrice, comme toutes les hirondelles. Elle hiverne, l'hiver, elle part dans ses quartiers en Afrique subsaharienne. Et elle revient à peu près au mois de mars, mi-mars, fin mars, dans nos régions. C'est l'hirondelle qui va rester le plus longtemps puisque en fait, elle repartira en octobre. En septembre, octobre, elles se rassemblent en grands groupes et elles repartent dans leur quartier d'Afrique. Hop, j'interromps juste 2 secondes parce qu'il y a des gens en salle d'attente. Hop. Normalement, c'est bon. Tac. Donc, pour en revenir à notre hirondelle rustique, donc c'est une espèce migratrice, comme je vous l'ai dit. Et quand elle arrive chez nous, elle vient uniquement pour se reproduire, en fait. Donc elle vient ici pour trouver un partenaire, un lieu de reproduction et pour pouvoir pondre ses œufs, élever ses jeunes. Donc elle a un mode de vie qui est plutôt rural. C'est une hirondelle qu'on va retrouver plus dans nos campagnes et pas du tout en ville. Par ses habitudes en fait de nidification. C'est une hirondelle qu'on va retrouver dans nos granges, les étables, sous des porches. Et donc, c'est des lieux qui se retrouvent aujourd'hui principalement dans les campagnes et pas du tout dans les villes. Donc, pour faire son nid, en fait, elle utilise de la boue, enfin, voilà, les hirondelles, typiquement avec les nids. Pardon, il y a quelqu'un en salle d'attente. Hop. Donc, elle va utiliser de la boue, des brins d'herbe plutôt secs. Et en fait, avec sa salive, elle va pouvoir en faire des boulettes pour assembler des nids, comme vous voyez sur la photo en bas à droite. Donc, en fait, l'hirondelle rustique va former une espèce de coupole. C'est une coupole ouverte vers le haut. Et elle va y pondre 4 ou 5 œufs qu'elle va couver pendant une quinzaine de jours environ. Au bout de 15 jours, les jeunes vont éclore et les parents s'affairont à aller chercher des insectes pour nourrir les jeunes. Et donc, parmi ces insectes, les plus capturés, ça va être tout ce qui est moucheron, mouche ou moustique. Ça fait partie du plus gros de l'alimentation des hirondelles. Et on peut également retrouver de temps en temps tout ce qui est papillons ou des insectes comme les punaises. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions au fur et à mesure. La deuxième espèce qui nous intéresse ici, c'est l'hirondelle de fenêtre, qui est également une espèce migratrice. Donc celle-ci, elle va arriver à peu près au mois d'avril, avec les beaux jours d'avril. Elle hiverne quasiment au même endroit que l'hirondelle rustique, donc en Afrique subsaharienne, et elle remonte chez nous, dans nos régions, donc à la belle saison. Et elle repartira également en octobre, comme la première espèce. Donc elle reste un tout petit peu moins longtemps, puisqu'elle est un petit peu plus tardive dans son arrivée. Mais elle repartira, pareil, au mois d'octobre, dès que les jours commenceront à se rafraîchir. Au niveau de l'identification, elle n'a pas de long filet comme l'hirondelle rustique. Elle a une queue qui est noire, complètement noire et fourchue en fait. Ça va être une queue qui est beaucoup plus courte que l'hirondelle rustique. Elle a, elle, la gorge blanche, contrairement à l'hirondelle rustique qui a la gorge rousse. Par contre, au niveau du dos, on va être à peu près sur les mêmes teintes, un petit peu plus noir que l'hirondelle rustique, mais on aura toujours des reflets un petit peu bleutés au soleil. Ça se voit un petit peu là sur la photo, en fait, au niveau de la base de l'aile, on a des reflets un petit peu bleutés, alors que le reste de l'aile est plutôt marron-noir. Donc c'est une hirondelle qui a vraiment la gorge blanche et tout le ventre blanc, et c'est à ça vraiment qu'on la reconnaît. En vol, on va également avoir ce qu'on appelle le croupion blanc. En fait, vous allez avoir donc le dos et les ailes qui sont totalement noirs, la queue noire, et au niveau du croupion, ça fait une tache blanche. Et en vol, c'est vraiment comme ça qu'on peut la reconnaître. À partir du moment où vous avez une tache blanche au niveau du croupion, vous êtes sur une hirondelle de fenêtre.
Au niveau de son mode de vie, elle a plutôt des habitudes un petit peu urbaines, en fait, parce que c'est une hirondelle qui va se servir de nos bâtiments pour y installer leur nid. Donc, comme son nom l'indique, elle va utiliser les encoignures de fenêtres, mais également les corniches ou les avancées de toit, en fait. L'hirondelle rustique, il lui faut vraiment quelque chose de couvert, style un petit peu préau et grange, alors que l'hirondelle de fenêtre, il faut vraiment que ce soit une zone un peu plus dégagée. Elle va jamais aller faire son nid sous quelque chose de couvert. Elle va se mettre à l'extérieur des bâtiments et dans les renfoncements des coins de fenêtres ou des avancées de toit. Son nid, il est un peu différent, donc elle va utiliser les mêmes matériaux à peu près que l'hirondelle rustique. Elle va façonner des boulettes de la même façon. En revanche, au lieu de faire une coupole comme l'hirondelle rustique, donc au lieu d'avoir un nid qui est ouvert sur le dessus, elle va vraiment faire comme une boule sur laquelle il y aura une toute petite entrée à la base en haut pour pouvoir rentrer et pour que les jeunes puissent sortir en fait quand ils seront volants. Donc ça fait vraiment un nid qui est très refermé, qui est collé en fait on va dire au plafond, à l'avancée de toit ou l'avancée de fenêtre, et qui est vraiment beaucoup plus fermé que celui d'hirondelle rustique. Elle aussi, elle va pondre 4 ou 5 œufs qui seront couvés pendant une quinzaine de jours, comme l'hirondelle rustique. Au niveau de son régime alimentaire, on retrouve globalement les mêmes insectes que pour l'hirondelle rustique, donc des mouches, moucherons, moustiques, également quelques papillons et quelques punaises. Et enfin, la dernière espèce, donc le martinet noir, qui nous intéresse aussi dans le cadre de cette formation parce qu'il a un mode de vie qui est très proche de nous et qui nécessite une protection aujourd'hui. Et donc, qui lui se reconnaît à ses grandes ailes en forme de faux. Alors, attendez. Hop. Qui se reconnaît à ses ailes en fait en forme de faux, ses longues ailes. Et qui d'ailleurs, quand il est posé, donc je mets bien des gros guillemets à poser parce que c'est un oiseau qui a la particularité de ne jamais se poser au sol. Les seuls moments où on peut le trouver posé, c'est quand il est tombé et donc qu'il est sur le sol, il ne pourra pas redécoller, ou bien quand il est au nid. Et donc quand il est posé, en fait, ses ailes sont tellement longues qu'elles dépassent la taille de la queue. Il a les ailes qui dépassent au niveau de la queue. Et donc, on le reconnaît en vol parce qu'en général, ils poussent en plus des grands cris quand ils sont en groupe et ils font d'énormes acrobaties aériennes avec une vitesse qui est assez spectaculaire. Donc, c'est assez facile de les reconnaître. Ils volent beaucoup plus vite en fait que les hirondelles. Le fait qu'ils ne puissent pas se poser au sol, en fait, ça vient de ses ailes donc, qui sont très longues, mais également de ses pattes qui sont très courtes. Le martinet a des pattes qui sont vraiment toutes petites et le souci qui se pose, c'est que quand il tombe au sol, donc c'est jamais lui qui va aller s'y poser parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas repartir. En revanche, si par exemple il est faible, quand par exemple ils reviennent de migration, qu'ils ont eu des conditions climatiques assez compliquées, ils peuvent être faibles et donc dans ces cas-là, ils finissent par tomber au sol ou bien ils se prennent à un obstacle. Une fois au sol, ils auront des pattes qui sont trop courtes pour prendre une impulsion et des ailes trop longues en fait, et ils pourront pas redécoller. Donc la manœuvre que vous devez suivre dans ces cas-là, si jamais vous trouvez un martinet au sol qui est pas trop affaibli, c'est de l'aider à redécoller en fait en le prenant dans vos mains et en lui donnant un tout petit peu d'élan pour qu'il puisse redécoller. Évidemment, ça marchera s'il a assez de force pour s'envoler. Si jamais il n'en a pas assez, il faut contacter un centre de soins pour qu'il le prenne en charge, qu'il puisse le nourrir et le relâcher par la suite. Donc un martinet au sol, c'est pas bon signe, c'est pas quelque chose de normal en tout cas, donc il faut toujours pouvoir l'aider, soit en l'aidant à redécoller, soit en appelant un centre de soins. Donc comme les deux autres, c'est une espèce qui est migratrice, qui lui par contre va rester très peu de temps dans nos régions. Puisqu'il arrive en avril en fait, et dès les premiers jours d'août quasiment, il repart en fait dans ses quartiers hivernaux. Donc pareil en Afrique subsaharienne. Donc il va rester très peu de temps. C'est pour ça qu'il a vraiment besoin de conditions assez optimales pour se reproduire, puisque le laps de temps en fait pour les parades, la reproduction, la ponte, la couvaison et l'élevage des jeunes en fait est très limité chez cette espèce.
Au niveau de son milieu de vie, on va le retrouver dans des zones urbaines parce qu'en fait, aujourd'hui, les seuls endroits finalement où il peut nicher, ça va être les anfractuosités des vieux murs, des vieux bâtiments, également sous les toitures et dans les tout petits interstices, par exemple sous les tuiles ou sous les avancées de toit. Donc c'est vraiment les seuls endroits où il peut nicher. Donc c'est une espèce qu'on ne retrouvera pas du tout dans les zones rurales parce qu'en fait il n'a pas les supports nécessaires pour l'installation de ses nids, enfin de son nid. Un nid qui est relativement sommaire puisque c'est comme on le voit sur la photo là, je ne sais pas si vous le distinguez bien, en fait il y a une toute petite mini poutre en bois en fait et on a juste sa tête qui dépasse au-dessus. Donc, il lui suffit juste d'un petit interstice comme ça pour rentrer. Et une fois qu'il est dans cette espèce de cavité, il va tapisser le sol de végétaux, de plumes et un petit peu colmater tout ça avec de la salive. Et il va pondre entre 1 et 3 œufs qui sont couvés pendant une vingtaine de jours. En termes d'alimentation, c'est un pro pour attraper les insectes en vol. Il fait ça quasiment toute la journée avec des acrobaties aériennes assez impressionnantes. Il moucheronne en fait, il va attraper des moucherons, des moustiques. Également, il peut attraper quelques insectes comme des abeilles, mais c'est vraiment beaucoup plus rare. Il va lui se concentrer sur des insectes beaucoup plus petits. Hop. Tac. Ah, on a un oiseau qui chante. Donc, pour parler un petit peu plus en détail de la reproduction de ces 3 espèces, je vous ai fait un petit tableau comparatif, donc avec ici une hirondelle rustique. Enfin, je sais pas, je dis ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger. Oui, oui. Si, c'est bon. Donc ici une hirondelle rustique, là une hirondelle de fenêtre et ici le martinet noir. Donc l'hirondelle rustique, celle qui arrive en premier, va commencer à pondre à partir de la fin avril en fait. Donc comme elle arrive en mars, elle a le temps de revenir dans ses quartiers, de commencer les accouplements, puis de pondre à partir de fin avril. On aura donc la première nichée à partir de ces... Là, d'ici une quinzaine de jours, elles vont commencer à pondre. L'élevage, donc l'incubation va durer 15 jours et ensuite l'élevage des jeunes environ 25 jours. Donc elles auront largement le temps de refaire une deuxième ponte après la première avant de repartir en Afrique, à condition qu'évidemment pour la première, les conditions climatiques soient favorables pour elles. Mais si tout se passe bien, en général, plus de la moitié des couples refont une deuxième nichée et on a même eu quelques données qui montrent que certains couples arrivent à en faire une troisième si les conditions sont vraiment optimales. Mais c'est quand même beaucoup plus rare. Par contre, voilà, plus de la moitié des couples font une deuxième nichée. Pour l'hirondelle de fenêtre, elle va pondre à partir de fin avril pour les premières qui reviennent et jusqu'à mi-mai pour les plus en retard. On a éventuellement une deuxième ponte après l'envol des jeunes. Je dis éventuellement parce que comme elles arrivent plus tard, il faut vraiment qu'en gros, dès qu'elles arrivent, elles aient leur nid parce qu'évidemment, si des nids sont disponibles, elles vont gagner du temps, elles n'auront pas besoin d'en fabriquer un. Et donc, dans ces cas-là, elles auront le temps de faire une deuxième ponte. En revanche, si quand elles arrivent, leurs nids de l'année précédente ont été détruits pour X ou Y raison, elles vont devoir se réatteler à la fabrication d'un nid et donc ça va leur demander plus d'énergie et plus de temps. Donc forcément, c'est du temps et de l'énergie qu'elles n'auront pas pour une deuxième ponte. Donc là encore, l'incubation dure 15 jours et l'envol des jeunes aura lieu une trentaine de jours après éclosion. Les jeunes sont nourris par les 2 parents avec des ravitaillements qui sont assez fréquents. Et pour le martinet, donc, qui lui arrive un peu plus tard, il va commencer à pondre à partir de mai et jusqu'à mi-juin. Donc mi-juin, c'est vraiment la date un petit peu tardive des pontes. C'est pour ça qu'on n'observe jamais de deuxième ponte chez les martinets, sauf si la première a échoué dès le début de la reproduction. Donc si par exemple on a certains œufs qui sont détruits, la femelle va pouvoir en pondre en remplacement, donc remplacer 1 ou 2 œufs qui ont été détruits sur l'ensemble des œufs. Par contre, si le nid est détruit, en général, elle va repondre qu'un seul œuf en deuxième nichée en ponte de remplacement.
L'incubation est un peu plus longue chez le martinet puisqu'elle dure environ 20 jours et là aussi l'élevage des jeunes est plus long puisqu'il leur faut 40 jours pour prendre leur envol. C'est pour ça notamment qu'il n'y a pas aussi de deuxième ponte parce qu'en fait leur arrivée tardive plus la longueur de l'élevage et de l'incubation fait qu'une fois que les premiers jeunes sont volants, c'est quasiment déjà temps de repartir en Afrique. Et donc, juste avant de repartir, les jeunes vont commencer à prospecter un petit peu dans le secteur pour repérer une cavité et éventuellement commencer à l'aménager pour l'année précédente. C'est du temps de gagner, en fait, pour l'année d'après. Comme ça, quand ils arrivent, ils ont finalement déjà tout qui est prêt pour commencer à se reproduire. Pour l'ensemble de ces espèces, on a une réutilisation, en fait, du nid de l'année précédente. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de conserver, enfin surtout de ne pas détruire. On verra de toute façon juste après que ce sont des choses qui sont interdites. Mais c'est une des raisons pour laquelle il est hyper important de conserver les nids de ces trois espèces parce qu'elles vont le réutiliser et ça leur fait gagner un temps fou et surtout une énorme énergie de pouvoir réutiliser le nid sans avoir à en reconstruire un autre. Dites-moi, Oui. ils font combien d'œufs en moyenne par ponte? Alors, les hirondelles, ça va être entre 4 et 5 et le martinet entre 1 et 3. D'accord. Merci. Donc, ce sont aujourd'hui des espèces qui sont en fort déclin parce qu'il y a notamment pas mal de menaces qui pèsent sur elles, des menaces qui sont parfois communes, mais qui ont aussi leurs caractéristiques un petit peu particulières. Donc pour l'hirondelle rustique, les données du stock entre 2011 et 2029 ont montré une chute de 25% des effectifs. Donc ça, c'est au niveau de la France, pas que de la région centre. Au niveau de la France entière, on a une chute de 25% des effectifs. C'est une espèce qui est considérée comme quasi menacée sur la liste rouge française et qui est en préoccupation mineure en région Centre-Val de Loire. Donc elle nécessite forcément une attention particulière, notamment à cause de plusieurs facteurs, enfin plusieurs menaces. La première que vous connaissez sans doute, c'est l'intensification de l'agriculture, avec notamment une simplification des espaces ruraux. Donc par simplification, j'entends en fait une suppression de tout ce qui est haies, le comblement des mares, le rasement des bois et des sous-bois, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des campagnes qui sont vraiment très, on va dire, très plates. Et forcément, il y a là-dedans une réduction de la quantité de proies, mais également des matériaux nécessaires à la fabrication des nids qui sont manquants. Parce qu'en fait, si elles n'ont plus de flaques, si elles ont vraiment des terrains très plats, des choses comme ça, l'eau finalement l'eau qui va former la boue est plus disponible et donc elles ont plus de matériaux nécessaires pour la construction de leur nid. C'est notamment pour ça qu'il est aussi important de conserver les nids existants et de ne pas les détruire parce qu'elles trouvent de moins en moins de possibilités pour en faire. La deuxième, c'est l'utilisation d'insecticides qui va forcément, d'une part, tuer la plupart des insectes dont elles se nourrissent, donc une raréfaction des ressources alimentaires, d'une part pour elles, mais aussi pour les jeunes. Pour elles, ça les met en danger parce que forcément, elles ont moins d'énergie pour elles et pour la reproduction. Donc, ça veut dire forcément peut-être un petit peu moins d'œufs à pondre. Et pour les jeunes, on a des jeunes qui sont nourris avec des insectes qui vont être contaminés par des produits chimiques et donc qui peuvent aboutir à la mort des jeunes, ou bien des insectes qui sont moins riches en protéines, et ce qui fait que les jeunes sont beaucoup moins forts et moins robustes et qu'ils ne survivent pas en fait aux conditions climatiques un peu rudes qu'on peut avoir certains étés. Ils sont aussi moins forts pour entamer la migration à la fin de l'été. Et donc, ils meurent en fait en cours de migration. On a déjà de grosses pertes en fait pendant les migrations, mais le fait d'avoir des jeunes moins robustes fait qu'ils n'arrivent jamais en Afrique et donc il n'y a pas de renouvellement des populations. La troisième menace, c'est la modernisation des bâtiments. Donc aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont de plus en plus lisses et de plus en plus fermés
pour les hirondelles rustiques, c'est un vrai danger parce que qui dit bâtiment fermé dit aucun endroit pour installer les nids. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait besoin d'espaces couverts comme des granges, même des hangars avec des poutres leur conviennent. Or, aujourd'hui, les bâtiments sont de plus en plus fermés et comme elles ne peuvent pas s'installer à l'extérieur, elles trouvent de moins en moins d'endroits pour installer leur nid. Et enfin, la dernière, c'est carrément la destruction des nids. Donc, on a plusieurs cas de figure. On a parfois les ravalements de façade, que ce soit par des particuliers ou bien par des entreprises. Parfois, c'est juste une méconnaissance de la loi et des espèces, tout simplement. On ne connaît pas l'espèce, on se dit que c'est pas très grave si on détruit un nid, mais en fait, ça a beaucoup d'impact sur les individus qui reviendront l'année d'après. Ça, quand c'est fait en période hors reproduction, évidemment, quand c'est fait pendant la reproduction, ça impacte directement les jeunes, puisqu'en général, soit les œufs, soit les jeunes sont détruits, et donc la couvée est complètement fichue, et suivant la période, le mois dans lequel on est, les individus pourront pas forcément refaire une ponte derrière, donc ça met à mal toute la reproduction. Et c'est pour ça qu'on se retrouve chaque année avec des milliers de nids qui sont détruits en France. Pour l'hirondelle de fenêtre, donc les données du stock nous montrent une diminution de 23%, donc c'est kiff-kiff avec les chiffres de l'hirondelle rustique. Elle a les mêmes statuts que l'hirondelle rustique, donc elle est quasi menacée sur la liste rouge française et en préoccupation mineure en région centre. Et ici, on va retrouver à peu près les mêmes menaces, donc avec l'utilisation d'insecticides. Donc encore une fois, ça conduit à la raréfaction des ressources alimentaires ou des proies contaminées par les produits chimiques. On a également la destruction des nids, donc ravalement de façade, mais on a également les changements climatiques. Donc les effets sont encore mal connus, il n'y a pas d'études, de grosses études scientifiques qui ont été faites à ce sujet. On sait juste que l'augmentation des températures estivales, elles peuvent avoir à la fois des effets positifs, comme par exemple une arrivée un petit peu plus précoce des hirondelles. Forcément, s'il fait chaud plus tôt, elles vont remonter plus tôt et avoir plus de temps pour pouvoir se reproduire. Mais on a également des effets négatifs, on l'a connu pendant quelques années. Si on a une augmentation des températures, donc avec des fortes canicules, en général, les jeunes ne survivent pas. On a soit ils meurent carrément, les embryons meurent dans les œufs parce que les œufs sont en surchauffe, soit on a des jeunes qui ont trop chaud dans les nids et qui se jettent en fait des nids beaucoup trop tôt avant de savoir voler parce que la température devient vite insupportable à l'intérieur. On a également, avec le changement climatique, des aléas climatiques qui sont plus importants, avec notamment des tempêtes, des vents violents. Et ça a directement un impact sur la migration, puisque c'est déjà un processus qui est très énergivore pour elles, que ce soit pour les adultes ou pour les jeunes. Mais en plus de ça, avoir des conditions climatiques qui sont très rudes, ça impacte directement leur survie au cours du périple. Donc, c'est toutes ces menaces en fait qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'agir et de les protéger. On ne peut pas juste laisser les choses se faire en se disant on verra bien comment ça se passe. Et enfin, pour le martinet, donc lui, par contre, la chute des effectifs est beaucoup plus importante parce qu'on a quasiment 50% de moins. On est à moins 46% en 8 ans. Donc, les chiffres sont beaucoup moins bons. Là encore, on a les mêmes statuts, donc il est quasi menacé sur la liste rouge française et en préoccupation mineure en région Centre-Val de Loire. Et au niveau des menaces, donc on retrouve encore une fois l'utilisation d'insecticides qui conduit à la raréfaction des ressources alimentaires, également la destruction des nids. Cette fois-ci, lors des ravalements de façade, comme ils nichent sous les avancées de toit, la plupart du temps, c'est des nids en fait qui ne se voient pas de l'extérieur. Donc, quand une entreprise vient faire un ravalement de façade, il n'est pas forcément au courant que des martinets nichent ici. Et en fait, en faisant les travaux, la plupart du temps, les nids vont être tout simplement comblés. Donc, si c'est en période de reproduction, les parents vont carrément abandonner le nid puisqu'il y aura de l'activité autour. Et avec le ravalement de façade, les nids sont comblés. Donc, en fait, il y aura la reproduction est totalement foutue.
Et si c'est pendant la période hors reproduction, là, les adultes, en revenant l'année d'après, en fait, ne retrouvent pas les interstices, les anfractuosités qu'ils utilisaient l'année précédente. Ils vont être obligés de rechercher aux alentours, mais il suffit que ce soit voilà, un quartier en une zone où les bâtiments ne sont pas favorables à l'installation. Ils vont mettre un petit peu de temps, et s'ils mettent trop de temps, ils ne pourront pas se reproduire cette année-là. Et donc ça, c'est directement en lien avec la diminution des sites de reproduction, puisqu'aujourd'hui, les bâtiments qu'on crée sont en fait beaucoup plus modernes et font qu'il n'y a pas d'interstice, pas d'anfractuosité pour permettre à ces oiseaux de s'installer. Donc au final, ils se retrouvent avec des villes, enfin des zones qui ne sont pas du tout favorables à son installation. Et son milieu de vie de base, parce qu'à la base, le martinet est niché sur des falaises rocheuses. Ici, en région centre, c'est pas du tout le type d'habitat qu'il peut retrouver. Donc, s'il n'a pas ces bâtiments, il ne pourra pas du tout nicher. Et dites-moi sur les hirondelles, les hirondelles que l'on trouve dans les carrières de sable qui nichent et qui font des trous, c'est dans une de ces deux variétés-là ou c'est Non. une autre? Non, c'est une autre espèce en fait, elle s'appelle l'hirondelle de rivage. C'est une espèce qui a un mode de vie qui est totalement différent des deux espèces que j'ai présentées ici, puisqu'effectivement elle va nicher plutôt dans les carrières et dans les tas de sable. Et au lieu de construire un nid en forme de boule avec de la boue et de la salive, elle va plutôt creuser un terrier en fait, donc c'est dans le tas de sable, elle va creuser un espèce de tunnel et au bout, ça va faire une espèce de cavité dans laquelle elle va déposer ses œufs et c'est comme ça qu'elle niche en fait. Elle est migratoire aussi? Oui. Juste une autre question sur l'impact climatique. C'est le même pour les hirondelles rustiques et le martinet par rapport à l'hirondelle fenêtre. Oui, je ne l'ai pas rajouté parce qu'il y en avait déjà pas mal, mais effectivement, ça va avoir les mêmes impacts en fait, puisqu'elles ont les mêmes modes de migration. D'accord. C'est la même chose. Hop, hop. Donc évidemment, quand on voit toutes ces diminutions d'effectifs et toutes ces menaces, il y a un besoin primordial de les protéger. Et donc pour ça, un petit rappel de la protection en France, de la protection juridique de ces espèces. Donc il faut savoir que ces 3 espèces sont intégralement protégées au titre de l'article L411-1 du Code de l'environnement. C'est important de le rappeler parce qu'en fait, que ce soit les espèces ou bien leur site de nidification ou les nids, sont intégralement protégés par la loi. C'est-à-dire que si vous constatez demain quelqu'un qui est en train de détruire des nids d'hirondelles, qu'on soit en période de reproduction ou hors période de reproduction, c'est une atteinte à l'espèce et donc c'est condamnable par la loi. Donc, en bref, ici, je vous ai remis vraiment le rappel de ce que dit la loi. Vous pourrez le lire plus en détail après. Mais ce qu'il faut retenir, l'information importante ici, c'est qu'il est interdit de détruire ou même d'enlever, même si c'est fait proprement, un nid d'hirondelle ou de martinet, même en dehors des périodes de présence de ces espèces. Il existe en revanche des dérogations parce qu'évidemment, quand on est dans le cas d'une rénovation de façade, un bâtiment qui tombe un petit peu, dont la façade tombe un petit peu en ruine, on se doute bien qu'il va falloir faire des travaux et la plupart du temps, en fait, les entreprises nous contactent pour savoir comment faire parce qu'aujourd'hui, les dérogations sont possibles mais très limitées et c'est surtout une procédure très stricte. Elles vont pouvoir être délivrées seulement dans quelques cas particuliers, notamment quand il n'est pas possible de faire autrement, quand il n'est pas possible de préserver le nid, s'il n'existe pas de solution alternative. Et la dérogation est plus facilement accordée si déjà l'enlèvement des nids a lieu hors période de reproduction. En général, quand les demandes sont faites pendant la période de reproduction, on est quasi sûr que ce ne soit pas accepté parce que là, ça aurait vraiment un impact très fort sur la survie de l'espèce.
Et c'est également mieux accepté si des mesures compensatoires sont proposées. Donc les mesures compensatoires aujourd'hui, ça va être par exemple de remplacer les nids qui ont été détruits et enlevés par des nichoirs, des nids artificiels. Aujourd'hui, c'est la seule mesure compensatoire qui est acceptée. Il existe des tours à hirondelles, mais ce ne sont pas des dispositifs qui sont acceptés dans le cadre de mesures compensatoires. C'est des dispositifs qui peuvent être placés pour accueillir une colonie qui n'était pas existante à la base, pour essayer de multiplier les sites de nidification. En revanche, ce ne sont pas des éléments qui peuvent justifier des mesures compensatoires. Les mesures compensatoires, ça va être uniquement la pose de nids artificiels. Donc, on le verra un petit peu plus tard parce qu'il y a des projets aujourd'hui là-dessus. Mais donc, il existe des nichoirs artificiels, que ce soit pour les hirondelles rustiques de fenêtres, mais également pour les martinets. Il en existe pour ces 3 espèces. Donc, c'est les seules mesures qui sont acceptées dans le cadre de dérogation. Et donc, ces dérogations, elles sont délivrées, en fait, c'est avec accord de la préfecture. Les délais sont plus ou moins longs suivant la période. Et c'est un dossier qui est étudié, qui est soumis en fait à une validation avant de pouvoir détruire ou enlever le nid. Bien, bien, bien. Alors, hop, il y a quelqu'un en salle d'attente. Tac, tac. Donc, si jamais vous, en tant que particulier, vous constatez un cas de destruction, c'est toujours bon de savoir comment il faut réagir parce qu'on n'a pas toujours les outils pour. Donc, déjà, la première chose à garder en tête, c'est qu'il faut toujours privilégier le dialogue. C'est vrai que des fois, c'est voir quelqu'un qui détruit un nid d'hirondelle, c'est pas toujours agréable à voir, que ce soit en période de reproduction ou hors période. Et on a tendance des fois à un petit peu s'emporter. Mais privilégier le dialogue, ça va déjà permettre de connaître les raisons en fait de la destruction, puisque c'est important d'essayer de comprendre pourquoi les nids sont enlevés. Parce que derrière, ça permet éventuellement de pouvoir proposer des solutions, d'élaborer des solutions ensemble. Par exemple, si on vous dit que les nids d'hirondelles ont été enlevés parce qu'ils sont au-dessus d'une terrasse et donc les fientes occasionnent des salissures au niveau de la terrasse pour les clients, par exemple, ou des choses comme ça, il y a des choses toutes simples à proposer, comme la mise en place de planches en bois sous les nids pour récupérer les fientes et éviter que ça ne vienne salir en dessous. Donc, privilégier le dialogue, c'est pouvoir permettre d'essayer de trouver des solutions avec la personne concernée. Et dans le cas où le dialogue est impossible, que la personne ne veut rien savoir ou s'entête à continuer la destruction, il y a une démarche toute simple à faire. La première, c'est de prévenir l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, parce que c'est un organisme en fait qui est spécialisé dans ce genre d'infraction. C'est celui qui va pouvoir éventuellement constater l'infraction et surtout pouvoir engager une procédure derrière pour verbaliser la personne en cause. Si jamais, dans un cas où l'OFB n'est pas joignable, il faut savoir que la gendarmerie est censée pouvoir intervenir également. Je dis bien censé parce qu'on a parfois des appels où les gens nous disent « Bon, bah voilà, j'ai constaté une dégradation de nid, j'ai appelé la gendarmerie, mais ils disent qu'ils ne se déplacent pas pour ça. » Effectivement, ils ne se déplacent pas toujours. Par contre, il faut savoir que si l'OFB n'est pas disponible, les gendarmes sont censés pouvoir intervenir pour ce genre de cas. Mais en premier lieu, il vaut mieux prévenir l'OFB parce qu'eux seront les plus à même de se déplacer puisqu'ils sont spécialisés là-dedans. La deuxième chose, c'est de récolter des preuves de l'infraction. Parce que le temps que l'agent arrive sur place, la personne aura peut-être déjà fini de détruire les nids et malheureusement, s'il ne constate pas directement la destruction, en fait, ça sera pas recevable. Donc, si vous êtes en face de quelqu'un qui détruit des nids, il ne faut pas hésiter à prendre des photos ou des vidéos de la personne en train de détruire parce que c'est des éléments qui pourront être recevables dans le cas d'une procédure. Si jamais vous êtes dans le cas où c'est des travaux en fait qui sont en cours
et que la personne qui est en train de faire les travaux enlève un nid, que vous lui avez demandé s'il avait les autorisations, qui vous dit non, c'est important de pouvoir identifier le prestataire des travaux. Ça sera aussi important pour la suite. Et enfin, la troisième chose, c'est de nous prévenir, nous ou toute autre association naturaliste, évidemment, si jamais vous n'arrivez pas à joindre donc le bureau, toutes les autres assos sont censées pouvoir vous répondre là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même mieux si c'est nous. Et donc, nous, on pourra aussi vous donner des conseils, en fait, si jamais vous êtes dans le cas d'une destruction de nid, vous ne savez pas trop quoi faire, nous, on sera là pour vous aiguiller et vous dire quoi faire sur le terrain. Est-ce que, pardon, est-ce que, bon, je m'occupe toujours avec Jean-Michel Feuillet, sur le site de Bruxelles, pas mal de nids d'hirondelles, pardon. Et les habitants me disaient que ça faisait beaucoup de salissures, certes, mais ils disaient, je leur expliquais de mettre des petites planches. Oui. Ces petites planches-là, elles sont, comment dire, à la charge de la personne, ou alors c'est la LPO qui prend en charge et qui les pose? Alors, logiquement, les planches anti-salissure, elles sont à la charge de la personne. Parce qu'après, en fait, il y en a en vente sur le site de la LPO, sur la boutique. C'est des planches qui sont toutes faites, prêtes à monter. Mais en soi, c'est des dispositifs qui sont quand même relativement simples parce qu'un bout de planche de récup, par exemple, sert tout à fait en tant que planche anti-salissure à partir du moment où il y a un support en dessous, en fait, qui peut récupérer les fientes. C'est tout à fait recevable comme dispositif. Donc, c'est à la charge, logiquement, des propriétaires du lieu. Pas toujours, comment dire, c'est pas toujours évident, effectivement, de dire bon, bah voilà, c'est vous qui avez les dégâts et c'est à vous de faire en sorte de les modifier. Les locataires disent moi ça ne m'intéresse pas, puis les locataires non plus. On est déjà tombé sur des situations comme ça. Oui, donc, oui, malheureusement, c'est ça qui est compliqué. Après, nous, on essaie dans le cas de projets particuliers de proposer, par exemple, quand on met en place des mesures compensatoires, donc de dire bon, bah voilà, vous allez détruire tant de nids. Donc, vous allez compenser par tant de nids. Dans ces cas-là, on inclut directement les planches. Comme ça, ça évite le souci de désagrément après. On prévient les dégâts avant qu'ils aient lieu. Et quand je dis dégâts, c'est pas des dégâts, c'est plus les salissures que des dégâts. Et des gens, par exemple, à Beaulieu, ne peuvent même plus ouvrir leurs fenêtres. C'est tellement, il y a parfois 2-3 nids par fenêtre. Oui. Donc, ils sont obligés de rester. Il y a des gens qui respectent et qui restent dans le noir. Les volets sont fermés. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus. Oui. Je peux concevoir, en fait. Oui, ça se conçoit, effectivement. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de dialoguer avec les personnes pour leur faire connaître aussi les espèces, parce que ça vient aussi parfois d'une méconnaissance. On se dit, finalement, c'est des oiseaux, il y en a partout. Peu importe si je détruis celui-là, ils iront bien ailleurs. Et en fait, ça passe aussi par de la sensibilisation, de faire connaître l'espèce et les menaces en fait, qui pèsent aujourd'hui sur elle, pour essayer de faire prendre conscience que ce sont des espèces qu'il faut protéger aujourd'hui. Ce que je fais aussi, je leur explique bien que les hirondelles et martinets mangent énormément de moustiques. Oui. Et voilà, et c'est bien pratique parce que comme ça, on n'est pas obligé de se faire manger nous-mêmes. Exactement. Et ça marche, je peux vous le dire. Oui. Voilà, j'ai remarqué aussi depuis ces 2 dernières années, étant donné qu'il y a un problème de sécheresse, qu'il y a beaucoup moins d'insectes et notamment de moustiques. Oui. Alors, ça, c'est pareil, ça affaiblit aussi les oiseaux. Il y a moins de zones humides, d'eau stagnante en fait, pour qu'ils puissent pondre, et forcément, s'il y a moins d'œufs, moins de larves, il y a moins d'adultes l'été d'après. Voilà, exactement, ça j'ai remarqué aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a une sensibilisation des agriculteurs qui ont encore, par exemple, au niveau de l'élevage, des endroits où les hirondelles pourraient nicher? Est-ce que eux sont sensibilisés justement sur ce problème de nidification? Alors, localement, ici, je crois pas. Après, disons qu'il n'y a pas de campagne de sensibilisation spécifique pour les hirondelles. Évidemment, dans le cadre d'un projet hôte, si on se rend chez un agriculteur qui a
soit une colonie d'hirondelles rustiques, soit des bâtiments favorables, on va éventuellement lui en parler en disant que c'est une bonne chose qu'il en accueille et que ça serait bien de pouvoir conserver ces sites-là. Mais il n'y a pas de campagne de sensibilisation spécifique pour ce sujet, effectivement. Localement, du moins. Après, en France, dans les autres régions ou départements, je ne sais pas s'ils ont des projets comme cela. Mais ici, non. D'accord. Il y a martinet, par exemple, il y a 1 an, voire 2 ans, j'ai récupéré des martinets au sol, des jeunes, que j'ai été malheureusement obligée, parce que, sauf qui plume dans mon secteur, ne pouvait plus les prendre parce qu'ils étaient débordés. Je les ai donc alimentés, et puis je peux vous dire que ce n'est pas très facile d'alimenter un martinet. Hein. C'est même très, très compliqué. Oui. Ce qui fait que souvent, quand j'habite au lieu loche, je les rapatrie sur tout le nord et là, ils sont parfois débordés. Et voilà. Oui, c'est le problème en fait l'été, notamment ces 2 dernières années en fait pendant les périodes de canicule, comme les martinets nichent directement sous les toits avec les fortes chaleurs, en fait c'était insupportable pour les jeunes, donc ils se sont jetés des nids pour pouvoir avoir un peu moins chaud. Le problème, c'est que c'était des jeunes qui n'étaient pas du tout volants, donc ils se sont retrouvés au sol avec l'impossibilité de pouvoir décoller. Et donc, effectivement, sauf qui plume, c'est vite retrouvé débordé parce qu'ils ont accueilli des centaines et des centaines de martinets quasiment en même temps. Incroyable. Et effectivement, ce n'est pas des espèces qui sont faciles à nourrir parce que c'est des espèces qui se nourrissent uniquement en vol. Donc, elles moucheronnent, elles volent, elles ouvrent le bec et elles gobent en fait les insectes comme ça. Et donc, forcément, c'est pas du tout dans leur habitude d'ouvrir le bec quand ils sont posés et quand on leur présente un insecte. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile et c'est souvent pour ça que déjà que c'est les centres de soins qui les prennent en charge. Quand ils veulent bien les prendre, hein. Oui, évidemment, quand ils sont surchargés. À un moment donné, a dit non, donc je me suis débrouillée toute seule. Hein. Oui, malheureusement. Mais les autres, difficilement. Hein. Après, si jamais, dans le cas où vous avez sauf qui plume qui est débordé, il y a un autre centre de soins, alors qui n'est pas dans le département, qui est dans la Vienne, à Châtellerault. Alors, c'est un petit peu plus loin, mais parfois, si jamais il y a un rapatriement d'oiseaux, en fait, ils peuvent éventuellement aussi les récupérer. La Vienne, oui, je la connais bien. Heureusement. Elle aide beaucoup, hein, je peux vous le dire, aussi bien pour les écureuils que pour les hérissons et les oiseaux. Oui, c'est la faune sauvage d'une manière générale. Voilà, parce que souvent, on me demande de faire du sauvetage dans mon coin, donc souvent, on lui apporte les animaux ou les oiseaux. Vraiment quelqu'un de toujours disponible, même parfois très tard, en fin de soirée. Voilà. Et une question aussi pour les martinets, c'est peut-être stupide comme question, si on le prend et qu'on le met sur une branche, ça ne marche pas, ça? Non, il a besoin en fait d'une zone dégagée pour pouvoir s'envoler. Le problème de le mettre sur une branche, c'est que déjà, il va pas pouvoir, en général, on le met sur une branche qui est relativement basse parce qu'on ne peut pas forcément monter dans l'arbre. Et en fait, comme il ne peut pas donner d'impulsion avec ses pattes, lui, pour s'envoler, en fait, par exemple, sous les avancées de toit, quand il sort du nid, il se laisse tomber avant de pouvoir planer et de reprendre de l'altitude. Or, si on le met sur une branche qui est relativement basse, en fait, quand il va se jeter, il n'aura pas l'espace nécessaire pour pouvoir planer un peu et reprendre de la hauteur. Donc, c'est pour ça que quand c'est nous qui devons le relâcher, c'est bien de tendre le bras le plus haut possible. Si on peut monter sur quelque chose pour prendre de la hauteur, c'est encore mieux. Et lui donner une légère impulsion, ça lui permet de prendre la hauteur nécessaire pour pouvoir ensuite s'envoler. Je l'ai fait souvent, ça. J'espère que ça se passera bien cette saison. Oui. À espérer. Parce que même pour les autres oiseaux aussi, il y a beaucoup moins d'insectes. Oui. Même pour les merles, il y a moins de vers et c'est pas évident. Moi, pour les vers, je mouille la terre et de façon qu'ils puissent gratter ou essayer d'avoir des vers de terre qui remontent. J'essaie de faire comme on peut dans notre refuge. C'est pas toujours évident pour eux. Oui. Ouais, c'est très bien. Donc après tout ça, donc ça c'est dans le cas d'un cas de destruction, si jamais c'est pour vous donner les clés en fait, si jamais vous êtes dans ce cas-là. En revanche, c'est quand même relativement peu fréquent d'assister à ce genre de choses et donc il est également possible d'agir en faveur des hirondelles, hirondelles et martinets avec d'autres moyens.
Donc la première, c'est tout simplement en fait, de conserver les colonies existantes, conserver les nids existants. Donc, on en a déjà parlé avant, mais ça passe par préserver la quiétude des oiseaux pendant leur installation et pendant l'élevage des jeunes. Donc, par exemple, vous, en tant que particulier, si vous avez décidé de remettre un coup de neuf sur votre façade et que vous avez des nids, bah, ça va être éviter de repeindre à cet endroit-là, de pouvoir les laisser se reproduire tranquilles et de faire vos travaux, en fait, pendant l'automne ou pendant l'hiver. Hors période de reproduction, ça va passer aussi par l'installation de dispositifs qui permet d'éviter les désagréments. Donc, on le voit là sur la photo. En dessous, en fait, on ne le voit pas, c'est coupé, mais en fait, c'est une terrasse d'un bar qui avait des problèmes parce qu'évidemment, il y avait des fientes qui tombaient directement sur la terrasse. Donc, au niveau des consommateurs, ce n'était pas forcément évident à faire accepter. Et donc, là, la solution, c'est tout simplement d'avoir installé des plantes sous les nids qui récupèrent les fientes. Et donc, ça a permis de conserver les nids tout en conservant la propreté au niveau de la terrasse. Et donc, toutes ces solutions aussi, à titre individuel, c'est très bien, mais plus vous en parlez autour de vous à des voisins ou à des gens qui sont concernés par des nids d'hirondelles ou de martinets, plus ça diffuse en fait les solutions et moins on assiste à des cas de destruction. Oui, oui. Ça passe aussi par accueillir les colonies. Donc, conserver, c'est bien quand la colonie est existante, mais on n'a pas forcément la chance des fois d'accueillir une colonie. Or, on peut très bien favoriser leur installation, à condition que des colonies soient relativement proches de chez vous. Mais si, par exemple, dans votre quartier, vous avez voilà, votre voisin qui accueille des nids d'hirondelles ou bien des nids de martinets, il y a de très fortes chances que l'année d'après, les jeunes reviennent sur site et cherchent un endroit en fait, pour construire leur nid. Et donc, vous pouvez leur faciliter la tâche en installant tout simplement des nids artificiels. Donc là, sur la photo du haut, c'est un nid artificiel d'hirondelles rustiques, donc qui est posé directement sur une poutre. On a la même chose pour les nids d'hirondelles de fenêtre qui se placent, eux, à l'extérieur, dans les encoignures ou sous les avancées de toit. Et donc, ça permettra aux individus qui reviennent, aux jeunes en fait, de l'année précédente, d'avoir des supports déjà existants et ils gagneront du temps et de l'énergie pour l'année d'après. On a la même chose pour les martinets. Donc, sur la photo du bas, vous avez toute une ribambelle de nichoirs qui ont été installés sous l'avancée de toit. Et ça aussi, ça permet de pouvoir densifier en fait, les colonies parce que ce sont des oiseaux qui sont quand même relativement grégaires et qui nichent pas tout seuls dans leur coin. Ils vont avoir besoin de nicher en groupe et donc installer des nichoirs, ça permet de densifier aussi les colonies et de leur offrir aussi des endroits qui sont fiables et qui ne poseront pas de problème pour les années d'après. Et enfin, la dernière façon d'agir à votre échelle, c'est le recensement. Donc, le recensement des colonies d'hirondelles et de martinets, ça passe par aller, par exemple, dans un quartier, vous définissez une zone, vous dites, tiens, j'ai envie d'aller voir s'il y a des colonies d'hirondelles et de martinets. Vous définissez une zone sur une carte et vous regardez en période de reproduction s'il y a des oiseaux qui volent dans le coin. C'est déjà un bon indice pour savoir si des nids peuvent être présents. Et ensuite, c'est rue par rue, regarder les bâtiments. Donc là, ça va principalement concerner les hirondelles de fenêtre et les martinets. Et c'est regarder les bâtiments à l'extérieur pour voir s'ils accueillent des nids d'hirondelles. Si oui, c'est dire combien on a de nids au total, combien sont occupés ou potentiellement occupés par des hirondelles, combien sont vides, combien de traces de destruction. Alors, quand je dis destruction, ça peut aussi être de la destruction naturelle. Des fois, l'hiver, la boue est sèche, avec le vent, ça finit par tomber et on constate des traces. Et donc, tout ça, c'est à noter. On note également si le nid est squatté et colonisé par une autre espèce, parce que c'est très fréquent que les monodomestiques réutilisent les nids d'hirondelles de fenêtre pour y installer leur nid. Après tout, c'est fait, c'est à leur disposition, donc pourquoi s'en priver? Et donc tout ça, c'est très utile de le faire, notamment parce que ça permet d'avoir une évaluation de l'abondance et de la répartition au niveau local. On sait aujourd'hui qu'il y a des hirondelles et des martinets en ville. En revanche, on ne sait pas combien, on ne sait pas où. Et donc, ça permet de pouvoir affiner au niveau de ces éléments.
Ça permet aussi de savoir en général si les endroits sont relativement sains. En fait, les martinets, les hirondelles, c'est des bioindicateurs. Ils vont en général s'installer dans des endroits qui sont peu ou pas pollués, puisque c'est des oiseaux qui ont besoin d'énormes quantités d'insectes. Et moins c'est pollué, plus on a d'insectes. Donc ça permet aussi d'évaluer la qualité en fait du milieu de vie. Et ça permet surtout, et c'est ça qui est finalement très important, c'est d'identifier les colonies en amont pour, dans le cas de travaux, que ce soit par des particuliers ou bien par des entreprises, de les prendre en compte plus rapidement. Ça évite de se retrouver en situation d'urgence, à se dire, tiens, il y a des travaux ici, ils n'ont pas pris en compte les nids d'hirondelles, il faut intervenir avant que ce soit trop tard, ou bien des fois on intervient quand c'est trop tard. Là, ça permet d'avoir un état des lieux et la répartition des colonies. Et comme ça, si on voit, nous, demain, que tel bâtiment va être rénové, ça permet de prendre contact et de dire, attention, il y a des colonies d'hirondelles, il y a des démarches à suivre avant d'engager les travaux. Ça permet de pouvoir sauver les nids, en tout cas les nids naturels, avant qu'ils soient détruits. D'accord. C'est parfait. Donc ça, c'était les actions que vous pouvez mettre en place, vous, à votre échelle. Et nous, on met déjà en place des choses auxquelles vous pouvez participer. Les premières, c'est des recensements de colonies qui ont été recensées, par exemple, dans le cas de mise en place de refuges LPO. Le Cher doit bien connaître cette colonie, puisqu'ici, on est en présence d'hirondelles de fenêtre sur le site de Tribala, donc dans le Cher. C'est les entreprises Riant qui accueillent aujourd'hui une énorme colonie d'hirondelles de fenêtre. Et donc, ça passe par le recensement de ces colonies dans le cadre refuge de collectivités, d'entreprises. Voilà, donc c'est aller compter les nids présents, cartographier les nids. Et nous, forcément, ça fait remonter des données encore plus importantes. On a également des colonies qui sont protégées. Donc ça, c'est des cas un petit peu plus particuliers. Ici, sur la photo que je vous ai mise, en fait, c'est le sauvetage d'hirondelles rustiques. C'est des bénévoles ici dans le 37 qui ont réalisé ça. Un nid qui était en train de s'effondrer en pleine période de reproduction. Et ils ont installé un espèce de petit bac en bois pour récupérer faire une espèce de substitut d'urgence de nid pour que les jeunes puissent continuer à être nourris, avec des rebords évidemment pour qu'ils ne tombent pas, et qu'ils puissent pouvoir prendre leur envol par la suite. Et ces colonies, elles peuvent être également accueillies, en fait. Donc, quand il n'y a pas de nid existant, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez installer des nichoirs, et il n'y a pas que les particuliers qui peuvent faire ça. On a, par exemple, ici, une installation de nids artificiels au château d'Amboise. Donc, on a beaucoup aussi aujourd'hui d'édifices historiques qui installent des nids artificiels, notamment parce qu'il y en a pas mal qui ont été détruits par le temps ou des choses comme ça. Et ils compensent la perte de ces nids par la pose de nichoirs artificiels. C'est assez courant et ça se développe de plus en plus d'installer ce genre de dispositif sur des monuments historiques. Et on a un projet aussi qui est en cours, déjà en place dans le 37 et qui, à terme, va s'étendre dans les autres départements et qui vous concerne peut-être directement si vous avez envie de vous impliquer dans la protection des hirondelles. Donc, le projet, en fait, c'est l'impression 3D en faveur des hirondelles. C'est un projet qui est parti du constat de base que il y avait une demande croissante en matière de nids artificiels par les collectivités, par les entreprises. Et on avait des difficultés en fait à les fournir puisque le stock en fait ne suivait pas derrière, la boutique ne suivait pas et donc forcément on se retrouvait en attente de pouvoir placer des nids dans le cas de mesures compensatoires par exemple. Et donc forcément ça occasionnait des problèmes puisque si les mesures compensatoires ne sont pas posées avant la période de reproduction, les hirondelles quand elles reviennent, elles n'ont pas en fait le nid à disposition. Donc on s'est dit il y a un problème par rapport à ça. Et il faut qu'on trouve une solution. Donc, on a un bénévole ici dans le 37 que certains doivent connaître, Johan, qui a dit on peut faire des moules 3D. Donc, avec son imprimante 3D, il a confectionné un moule
Et à partir de ce moule, derrière, on peut réaliser donc, des nichoirs à hirondelles rustiques. Donc, pour les hirondelles rustiques, ça a été testé et approuvé par les oiseaux. Vous avez ici une petite hirondelle rustique qui est directement en train de couver sur son nid qui a été façonné avec de la chaux et des copeaux de bois. Les copeaux de bois sont issus de récupération. C'est une scierie en fait qui fournit les copeaux pour pouvoir éviter, eux, ça leur évite de jeter ça, et nous, ça nous permet de pouvoir utiliser des matériaux de récupération. Et les nids d'hirondelles de fenêtres sont en cours d'élaboration. Donc pour l'instant, ça c'est un nichoir qui a été confectionné il y a quelques semaines de ça. C'est un premier prototype qui sera posé, qui va bientôt être posé, et on verra du coup cette saison si il est utilisé par des oiseaux. S'il est utilisé, le modèle sera approuvé, on va dire, certifié, et il pourrait être confectionné à plus grande échelle pour pouvoir en installer ailleurs. Donc l'idée de tout ça, c'est de pouvoir en fait être un petit peu autosuffisant en nichoir et pouvoir en proposer plus rapidement aux particuliers, aux entreprises ou aux collectivités qui en ont besoin. Et donc ça, c'est déjà mis en place dans le 37. Et l'idée, c'est de pouvoir régionaliser en fait ce projet. Donc ça, c'est pas tout de suite, ça va être dans l'année à venir, l'année après. Et donc, le principal objectif de ce projet, c'est de trouver des référents dans les départements. Donc, ça va concerner principalement le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret. Dans le 37, on a déjà des référents, mais rien n'empêche tout le monde d'y participer, on va dire. Mais le but, c'est de trouver des référents donc, dans ces départements pour essayer de développer ce côté protection et conservation des hirondelles. Donc, des référents à différentes échelles. Ça peut très bien être juste de la diffusion d'informations, faire connaître les hirondelles. Ça peut être aussi être référent sur par exemple, le recensement des colonies dans une ville. Je prends par exemple à Orléans, ça peut être référent, dire on va recenser les colonies d'hirondelles et de martinets à Orléans, et donc le référent est en charge de coordonner un petit peu toute cette opération, on va dire. Et tout ça, ça va permettre de pouvoir mettre en place des kits. Donc, il est prévu de confectionner des kits complets, des kits clés en main pour la fabrication de ces nichoirs artificiels. Donc, c'est des kits qui comprennent des moules pour les deux types de nichoirs. Et autour de ces moules, il faut façonner en fait le nid. Donc, il y aura des notices d'utilisation, des sacs de chaux, les bacs pour les mélanges, la sûre. En gros, c'est vraiment un kit. C'est comme un meuble Ikea. Vous avez tout dans le carton, il y a juste à monter. Et avoir ce kit, ça permettra derrière de réaliser des ateliers un petit peu participatif dans les différents départements, donc avec des partenaires divers. Ça peut être des écoles, ça peut être des entreprises, leur proposer en fait de confectionner ces nichoirs pour d'une part les sensibiliser à la protection des hirondelles, leur faire connaître les espèces, leur dire pourquoi aujourd'hui il est important de les protéger, éventuellement de pouvoir placer les nichoirs sur le site de l'entreprise concernée si c'est un besoin ou une nécessité, de pouvoir les distribuer derrière à des collectivités ou des entreprises qui en auraient besoin pour compenser la destruction de nids ou qui auraient un terrain propice à l'accueil d'une nouvelle colonie. Donc tout ce projet, il est encore en cours de développement dans la région, mais l'idée c'est de pouvoir vraiment développer cette thématique autour des hirondelles et de pouvoir développer leur protection et leur conservation. C'est pas nocif la chaux pour eux, non? Non, c'est de la chaux qui est désactivée en fait. Ah d'accord, parce que j'allais dire quand même. Non, c'est de la, oui, c'est de la chaux qui est désactivée en fait. Elle est mélangée à de l'eau et des copeaux de bois pour en faire, comme on voit sur la photo, une espèce, que ça fait comme une espèce de boue en fait. Ça ressemble. Oui, à droite et à gauche en fait c'est le même procédé. Celui-là il est un petit peu plus lisse. Celui-là il doit contenir un petit peu plus de copeaux. C'est pour ça qu'il a un aspect un petit peu plus rugueux. Mais c'est le même procédé de fabrication pour les deux. D'accord. Et ça, c'est à la charge du demandeur. Ça, c'est pas pris en charge par la LPO.
Si, en fait, les kits sont faits. En fait, les kits clés en main que je disais, c'est des moules qui servent de base et c'est des moules aujourd'hui qui sont faits donc en plastique et autour duquel on va venir façonner le nid. Et une fois que tout a séché, on retire le moule. Donc le moule est réutilisé en fait indéfiniment. Et c'est juste le nichoir en fait qui est distribué après aux collectivités et aux entreprises. Ou aux particuliers dans le cas de Ça, c'est à la charge du demandeur, alors ça. Pardon? C'est à la charge du demandeur. Oui. Alors après, ça va dépendre des cas particuliers. Ça dépend si on est dans le cas d'une destruction de nid. Ça va dépendre. C'est un petit peu au cas par cas. Il faut essayer d'étudier le projet pour savoir dans quelle mesure on installe ces nids. Mhm.